En ce moment, je suis en train de voir pour faire mon setup réseau, mettre des prises Ethernet un peu partout, passer les gaines, etc. Donc c'est l'occasion de voir pour installer un système de vidéosurveillance. Dans les gammes de systèmes de sécurité et de caméras, on peut globalement diviser ça en 3 tiers. En premier, la gamme grand public particulier. Là-dedans, on va trouver des systèmes tout en un, plug and play. C'est souvent des caméras comme ça en Wi-Fi. Ça fait le taf quand on est chez soi. Après, le problème de cette solution, c'est que les caméras, on peut les utiliser qu'avec l'app du constructeur et ça passe aussi par les serveurs du constructeur. Il faut y faire confiance. Et si on veut plus tard changer d'application ou se faire un setup plus évolué, on pourra pas, on restera bloqué. Perso, c'est surtout pas ce que je veux et j'ai un exemple précis de pourquoi. J'avais des caméras comme ça, Switchbot, et c'était une collab à la base en plus il y a longtemps sur mon TikTok. À l'utilisation, c'était parfait, ça marchait très bien, aucun souci. Par contre, à chaque fois que je changeais de réseau et tout, je devais resetup la caméra, la relier à l'app, et au bout d'un moment, ça m'a mis un message d'erreur comme quoi je pouvais pas réactiver la caméra parce que j'avais utilisé trop d'activation et il fallait que je scanne la facture, sauf que vu que c'était une collab, bah je l'ai pas, et si j'avais acheté la caméra d'occasion, j'aurais pas non plus la facture, et là du coup c'est juste un joli presse-papier, je peux plus rien en faire. Tu vois, c'est un super presse-papier. Pour moi, c'est vraiment aberrant que des boîtes fassent ce genre de truc. Pour le stockage, souvent c'est sur carte SD ou dans le cloud du constructeur. Et bien souvent sur ce type d'app, tu peux choisir un abonnement avec du stockage cloud, sauf que sur le long terme, ça va vite coûter aussi cher qu'une solution un peu plus professionnelle. Alors je vous recommande pas du tout les solutions liées à une app ou à une marque en particulier. Et vous savez ce qui n'a pas d'app ni d'abonnement cloud et qui en plus est facile à offrir? C'est les bijoux Allscairn. Oh non, je compte pour utiliser le bracelet. Rien de mieux pour se reconnecter à la nature avec leurs bracelets en bois d'érable ou encore leurs autres produits. Ici, que des matériaux naturels utilisés intelligemment, comme sur la montre Moonrise et son magnifique cadran en marbre bleu qui rappelle la voûte céleste. Le petit cadran là avec la lune, ça affiche les phases lunaires, c'est comme le disque solaire sur Minecraft, mais toujours à portée de main, directement sur le bras. Côté durée dans le temps, on est tranquille. Ici, le bracelet milanais et le corps de la montre sont en acier inoxydable argenté. Autant dire que c'est du solide et ça rouillera quasiment jamais. Vous êtes tranquille et de toute façon, il y a une garantie de 2 ans sur tous les produits Allscairn. Noël approche, alors si vous n'avez pas encore de cadeau, les bijoux Allscairn restent une très bonne option. Ils ont beaucoup de choix, que ce soit pour hommes ou pour femmes. J'ai d'ailleurs ici un magnifique collier et un bracelet plaqué en or rose avec une touche de noyer au milieu. C'est pas pour moi, c'est un cadeau pour quelqu'un. Et ce sera parfait à offrir avec l'option paquet cadeau pour bijoux. Vous pouvez la choisir quand vous passez commande. Pour avoir eu entre les mains pas mal de leurs produits, je peux vous les recommander, la qualité et le style sont là. En plus de ça, leurs boîtes sont vraiment top pour protéger et offrir avec classe leurs bijoux et montres. Vous trouverez le lien vers la boutique Allscairn en description. Pensez à bien utiliser mon code LEBANGE pour avoir 15% de réduction. Les commandes seront livrées dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables et celles passées avant le 19 décembre arriveront avant Noël. Deuxième tiers, c'est les solutions semi-pro ou prosumer. Bien souvent, c'est des caméras IP en PoE qu'on va pouvoir directement relier à un NVR. C'est un Network Video Recorder. En gros, c'est un appareil sur ton réseau qui va enregistrer le flux de tes caméras. Il y a aussi les solutions NAS qui peuvent faire NVR comme Synology ou QNAP ou aussi un système. Dans ce domaine, on va retrouver Ubiquiti ou encore Reolink. C'est des solutions vraiment hyper faciles à mettre en place. Tu plugs, tu setup tout ton truc et c'est bon. En général, t'as pas trop à bidouiller avec et ça marche bien. Et moi, c'est ce que je cherche, donc évidemment, je vais partir là-dessus. Et en tout dernier, on a la solution pro ou entreprise. Et là, on va retrouver des marques comme Xvision ou Dahua avec leur NVR ou leur solution professionnelle. D'ailleurs, le petit souci sur certaines de ces gammes-là, c'est que leur NVR est assez vieux et ont des fonctions pas très au goût du jour, malheureusement. Donc souvent, la solution, c'est de passer par du self-host avec Shinobi, FreeGate ou Blue Iris. Évidemment, en self-host, c'est aussi la meilleure solution pour la confidentialité, donc ce qui va très bien pour des entreprises. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à setup et là, il faut évidemment bien s'y connaître en réseau si on veut faire les choses bien. C'est pas ce que je vais choisir comme solution, j'ai pas les connaissances ni le temps à investir là-dedans. Dans mon cas, comme dit plus tôt, ça va être la solution 2. Les caméras IP des solutions semi-pro et pro aussi, elles ont un gros avantage par rapport aux trucs particuliers, c'est qu'elles utilisent des protocoles standards comme RTSP et ENVF, donc on peut les utiliser en dehors de l'écosystème du fabricant, ce qui fait que si on veut changer de système ou évoluer, on ne sera pas bloqué et on pourra. Et donc pour mon système, je vais partir sur des caméras Reolink. J'hésitais entre eux et Ubiquiti, mais vu que j'ai aucun matos Ubiquiti
Pour l'instant, ça fait pas trop de sens de partir chez eux et je voulais tester Reolink vu que je vois qu'il y a beaucoup d'avis et de gens qui disent que c'est pas mal et que ça a un plutôt bon rapport qualité-prix. Et leur gamme est aussi assez large, c'est pour ça que je les ai choisis principalement. Donc ce sera l'occasion de tester et puis si c'est bien ou si c'est pas bien, je vous ferai sûrement un retour. Là, j'ai pris que des caméras Ethernet pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que tu aies un bon Wi-Fi vraiment partout où tu vas mettre tes caméras et c'est pas toujours évident avec les murs de la maison quand tes points d'accès sont à l'intérieur. Et la seconde raison, c'est tout simplement la sécurité. Le Wi-Fi, il suffit d'un jammer et t'as plus aucune caméra qui transmettra du flux vidéo. Après, des caméras Wi-Fi, ça peut suffire pour l'intérieur de la maison, mais moins à l'extérieur. Et en bonus, l'Ethernet, ça va nous permettre de profiter du PoE. La caméra sera directement alimentée par le câble et on n'aura pas besoin d'ajouter et de brancher une alimentation supplémentaire. Ce qui aurait été le cas dans tous les cas si on avait une caméra Wi-Fi. Mais pour avoir du PoE, il faut soit un switch qui propose du PoE sur ses ports Ethernet. C'est pas le cas du tout de tous les switches, parce qu'évidemment si on veut des switches PoE c'est aussi plus cher, mais bien souvent les switches Pro ils en proposent la plupart du temps. Et l'autre solution c'est juste avec le NVR, là c'est celui de Reolink que j'ai acheté, et tous les ports là où on peut mettre les caméras ont directement du PoE. C'est pas mal, si on n'a pas de switch PoE ça évite d'en acheter un, là on a tout dans un appareil, et du coup le NVR c'est le truc qui permet de commander les caméras, avoir le programme qui gère tout ça à l'intérieur. Et sur lui, on a même un disque dur de 2 Tera pour le stockage de la vidéo, qu'on pourra augmenter si on veut. Et les sorties vidéo qu'on voit là, c'est si on veut mettre un écran et faire du monitoring en direct, mais on peut le faire aussi avec l'interface web ou l'application mobile. Là en off, j'ai fait un petit test rapide pour setup tout ça et voir un peu comment ça fonctionne. Et il y a un truc super important niveau sécurité, c'est l'accès vidéo à distance quand on est en dehors de chez soi. Il y a plusieurs moyens de le faire. Le premier, c'est si on n'a pas de NVR et qu'on veut faire du self-host. Il faut faire une sorte de VPN, savoir faire tout ça en réseau, ce qui est pas mon cas et j'avais pas envie de setup tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi un NVR. Lui, il va communiquer directement avec les serveurs de Reolink. Le flux vidéo va être transmis, chiffré évidemment, à une sorte de VPN. Et de là, avec mon téléphone ou mon ordi, quand je serai en dehors de chez moi, j'aurai accès au flux vidéo de mes caméras de manière sécurisée. Le truc qu'il faut surtout pas faire si on a des caméras de sécurité, c'est faire de la redirection de port, parce que là, du coup, tes caméras deviennent visibles directement sur Internet. Et si tu sécurises ça pas bien, tout le monde peut y accéder. Je crois que c'est Shodan, le site, on peut voir un peu justement tous les objets connectés qui sont disponibles et qui sont pas sécurisés. Alors en caméra, j'ai choisi la première. C'est une simple dôme. Je préfère ça que les turrets, c'est un peu plus discret, mais ça reste les caméras basiques. Ensuite, on a une caméra de sonnette, toujours en PoE, il y a une version Wi-Fi qui existe, mais comme je vous ai dit, pas trop fan. Ça, c'est le récepteur qu'on branche à une prise et qui fait le ding-dong. Et puis ça, c'est le truc où on peut faire des têtes rigolotes avant de sonner chez les gens. Et la dernière caméra, elle, c'est une très grosse. Elle, je l'ai choisie parce que elle ressemble un peu à Wall-E. Non, pour de vrai, elle a un super large angle de vision. Du coup, t'as un peu deux caméras en une. Et si t'as un espace assez dégagé, ça évite d'en mettre deux à deux endroits. Et je l'ai surtout choisie parce qu'elle fait aussi éclairage. Et j'ai pas d'éclairage là dehors. Donc ce sera parfait. Et en même temps, ça peut flashbang. Si t'as un mec qui vient, tu lui mets ça dans les yeux. Ça dissuade. Et j'ai failli oublier la dernière. C'est une truc un peu très large angle de vue. Tu mets ça au plafond ou sur un mur et tu vois quasiment toute ta pièce. Je sais pas trop ce que ça donne, je vais essayer, on verra bien. J'ai acheté aussi deux autres en Wi-Fi mais je les ai pas encore reçus. Ce sera pour l'intérieur de la maison. Ça peut être pratique quand t'es pas là pour voir si tout se passe bien. Je crois que j'ai fait le tour, on peut passer à l'installation. Bon, j'ai plus trop de place dans mon réseau. Du coup, je vais mettre ça là. Et je viens de me rendre compte d'un truc, mine de rien, avoir un NVR, ça te protège aussi ton réseau local. Si quelqu'un à l'extérieur se branche sur ton Ethernet, vu que c'est connecté au NVR, il aura accès à rien, parce que le NVR, il est connecté au switch par ici. Donc t'as pas accès direct au réseau local. Je sais pas encore où je vais placer mes caméras, du coup je vais prendre juste un long câble Ethernet, et je vais placer ça à plusieurs endroits de ma maison pour essayer de voir à peu près c'est quoi le meilleur emplacement. J'ai vu qu'on pouvait regarder aussi avant avec les angles de caméra et tout, mais flemme, c'est aussi simple de voir ça direct en réel. J'aurais juste à regarder le retour caméra et voir où ça va et puis c'est tout. La première caméra c'est bon, j'ai trouvé un bon emplacement. Évidemment je vais pas vous montrer pour des raisons assez évidentes.
J'ai percé le trou en 14 là, et je me suis rendu compte que la gaine de 16 ça passe, donc nickel. Je pensais percer en 20, tant mieux. Ça fera un plus petit trou. Après je mettrai de la mousse PU pour bien étanchéifier et on sera nickel. Au niveau du bout du toit, avant de percer, j'ai dû enlever une grande plaque en bois qui était peinte en blanc. Après, j'ai pu faire mon trou en laissant une pente comme ça vers l'extérieur. Comme ça, s'il y a de l'eau qui arriverait, bah, elle peut pas rentrer à l'intérieur de la maison. J'ai fait le trou sur un côté dans un truc en béton à moitié plein. Je sais pas si normalement on peut faire des trous dans ce genre de truc, vu que c'est ça qui porte le dessus à moitié du gros trou de la porte de garage sur les côtés et qui porte du coup bah, le mur qui continue au-dessus. Mais là, dans mon cas, il y a ça de mur au-dessus. Donc ça porte rien du tout, alors c'est sûrement ok, mais bon, pour les gens du bâtiment, si vous savez, dites-le en commentaire si ça peut poser problème. Vu que maintenant ça laisse ma charpente apparente et qu'il y a un point qui est assez noir et abîmé, je vais en profiter pour traiter au xylophène. C'est l'occasion, on sait jamais. Après, je vais refermer avec ces planches là que j'ai été faire découper et que je vais devoir peindre comme les autres. Par contre, au magasin, j'ai pas compris, t'as plusieurs peintures avec plusieurs durées de protection. T'as du 4 ans, du 6 ans, du 10 ans je crois, et du 12 ans pour elle. Je sais pas trop ça correspond à quoi. Est-ce que ça veut dire qu'après 4 ans, la peinture elle disparaît? Ou que là du coup, c'est seulement après 12 ans qu'elle disparaît? J'en sais rien. Dans le doute, j'ai pris celle-là, qui dure 12 ans apparemment. Et vu comment j'ai galéré à enlever les plaques, je vais pas remettre de clous comme c'était avant. Je vais mettre des vis Torx. Au moins, si je veux enlever les plaques plus tard, et je sais que ce sera sûrement le cas, j'aurai juste à dévisser et je pourrai les enlever assez facilement. Allez, c'est parti pour la peinture. Avant de passer la deuxième couche, je vais tracer les endroits où je vais devoir percer. Ça me saoule, j'ai fait tout bien, la peinture j'ai mis 3 couches, ça m'a pris plusieurs jours. Et là je suis niqué à cause d'une mauvaise cote et d'une inversion de sens parce que j'ai sûrement dû retourner les planches pour les peindre. Et puis bah du coup j'ai fait les trous du mauvais côté, super. Super, maintenant je vais devoir redécouper. J'ai rien pour découper, je vais devoir trouver un truc. Et repercer les trous aux beaux endroits. J'aime pas le bois. Les plaques sous le toit sont prêtes, c'est percé, la peinture est sèche. Je vais pouvoir passer les gaines, mais avant il y a un truc qu'il faut que je règle, sinon ça va m'embêter plus tard. C'est la taille de la baie. J'ai plus de place. C'est tout plein à l'intérieur et j'ai même pas la place dedans où mettre ce nouveau NAS pour faire le switch entre les deux. Et en plus, il faut que je rajoute des modules comme ça pour mettre les keystones et aussi une prise en rack pour que ce soit plus pratique de brancher les appareils. Donc il faut que je trouve une baie plus grande. Elle ira toujours ici, à côté du tableau. D'ailleurs, il y a des chances que j'ai une infra-réseau propre avant d'avoir un tableau électrique aux normes. Les tailles de baie, ça se compte en U. Ici, c'est une 12U. Elle fait environ 60 cm de hauteur, 60 de large et environ 50 en profondeur. En taille standard, plus grand que ça, on a du 18, du 24, du 27 ou du 42U. Ça, c'est les plus grosses qui sont souvent dans des data centers. Je vais évidemment pas prendre ça et ça passerait pas de toute façon au niveau de ma hauteur. En profondeur, il y a du 60 cm ou du 80 cm. Je pensais partir sur une 24 ou 27U en 80 cm de profondeur. Comme ça, je pourrais mettre des serveurs plus tard. Sauf que j'ai vu que ça coûtait entre 700 et 900 balles. Et j'ai pas envie de mettre autant dans une baie que le plus cher des appareils qu'il y a là-dedans. Du coup, j'ai cherché des baies en occasion sur le bon coin, mais autour de chez moi, malheureusement, comme d'hab, il n'y a rien. Mais j'ai fini par en trouver une à vraiment pas cher, à 100 balles. Malheureusement, c'est une vitre en verre et pas un panneau perforé à l'avant. Donc ça respirera un peu moins, mais je compte pas tout de suite mettre de serveur. De toute façon, je pourrais pas avec elle. C'est une en 60 cm de profondeur. Si je veux mettre des serveurs plus tard, ça passera pas. Et de toute façon, une 80, j'ai vérifié, ça passe même pas le coffre de ma voiture. Alors c'est pas la peine, j'ai pas encore de remorque ou de utilitaire. Bon, il y a un peu de route, mais à ce prix-là, ça vaut le coup et j'en ai besoin rapidement. Donc on va la chercher. Nouvelle baie. Elle est un peu plus grande que l'ancienne, hein, légèrement. À 100 balles, vous vous doutez bien qu'elle est pas nickel. Premier point déjà, j'ai pas pété la vitre pendant le transport, c'est déjà pas mal. Et la vitre, elle est
incurvé comme ça, donc l'air il peut passer du dessous vers le dessus, il y aura quand même un bon flux. Il manque un petit patin ici, mais c'est rien. Le fond était un peu crado, j'ai passé un petit coup de nettoyage. En vrai, elle est plutôt en bon état, et elle en taille, c'est une 24U. Je pense qu'elle fera très bien le taf pour le moment. Pour l'instant, le seul souci que j'ai avec cette baie, c'est que j'ai pas les clés. Il y a des serrures à chaque bout. On peut les enlever. C'est plus pratique pour tout installer. Dessus, il y a écrit un code. J'ai vu que ça pouvait se commander des clés comme ça avec ce code-là. Donc j'ai commandé. On verra si ça passe ou pas. Ça a l'air d'être des clés standards. J'espère que ça ouvrira la truc. Mais en attendant, je vais devoir commencer l'installation sans. Ça risque d'être juste un peu plus galère pour faire passer les câbles, mais ça devrait aller. Bon, allez, faut que je bouge tout le setup. Giga Media. Là, on va pouvoir mettre les gaines. J'ai pris de la 16. Dans les normes, ils disent d'utiliser de la 20, mais de la 16, ça passe largement pour ce que je vais faire. J'ai pas hyper long et j'ai pas non plus des grosses courbures. Et en plus, j'ai pris le grand turbo glisse qui devrait plutôt bien glisser. Donc ça devrait le faire. Pour les fixer, j'ai acheté plein de trucs de fixation pour différents endroits. Et ici, je vais utiliser ceux-là. La gaine, je pourrais la faire passer vers là, mais je vais sûrement avoir d'autres câbles électriques qui vont aller plus tard. Alors, dans le doute, je vais installer ça dans l'isolant ici. Je devrais juste avoir à taper, ça devrait tenir. Allez, go! Parfait. En câble Ethernet, j'ai pris du catégorie 7. En réalité, ça n'existe pas, c'est une appellation pour le 6A. Le 4.7, c'est un truc spécial, un peu obscur que personne n'utilise. Là, pour du flux vidéo en 4K, il faut que 30 mégas, ce qui est absolument ridicule. Du catégorie 5E aurait largement fait le taf. Mais j'ai aussi pris lui pour la section, elle est plus grosse. C'est du AWG23 contre du AWG24 pour le 5E. En PoE, c'est du 48 volts. Donc même la résistance du câble, elle n'a pas un hyper gros impact. Là, j'ai une caméra et consomme apparemment 12 watts au max. Et si je mets 12 watts pour une distance d'à peu près 10 mètres, on a une perte de 0,05 watts avec du 4.5E. Et si je mets en 4.6, on a 0,04 watts. On gagne 0,01 watts, ce qui est vraiment ridicule. Maintenant, si je prends ma caméra floodlight qui peut monter à 25 watts, là en 4.6, on a une perte de 0,18 watts, ça commence à être plus. Et en 4.5E, 0,23 watts. Là, on commence à avoir un peu plus de différence, mais ça reste assez ridicule. Bien sûr, si on a des plus longues distances, là, il va falloir faire plus attention à quel câble on prend. Mais sur des petites distances comme ça, vous embêtez pas, prenez le câble que vous avez. Ça, c'est du câble full cuivre. Après, il y a un autre type de câble, c'est le CCA. Pour Copperclad Aluminium. En gros, c'est du câble en aluminium qui est plaqué avec du cuivre. De ce que j'ai vu, même niveau résistance, c'est moins bon. Le seul intérêt, c'est le prix et je trouve que la différence vaut pas vraiment le coup. Mon câble, c'est du SFTP. En gros, c'est de la tresse avec chaque paire blindée. Je vous affiche le tableau ici, il y a plein de types. Mais en gros, quand c'est shieldé, c'est mieux, c'est moins sensible aux interférences et quand tu veux des plus hautes vitesses, c'est important. Ici, c'était vraiment pas nécessaire. Je pense que juste un shield global ou un sur chaque paire sans forcément la tresse en plus aurait suffi. Niveau marque, j'ai pris du HB Digital. De ce que j'ai vu, ça avait l'air pas trop dégueu niveau rapport qualité-prix. J'ai pas payé ça super cher. Et pourtant, le câble a l'air assez quali. Rien qu'au niveau des normes de résistance au feu, lui, il est CCA. Donc c'est très bonne résistance au feu. La plupart des câbles que vous allez trouver sur Amazon et tout, ils n'ont aucune norme de résistance au feu. C'est un paramètre qui est important à prendre, surtout dans le monde pro. Je pense qu'en résidentiel, tu peux prendre un peu ce que tu veux. Dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu de spécification au niveau des normes là-dessus. D'ailleurs, on va tester la résistance au feu, voir s'il manque pas.
Ah ouais, ça marche bien. Bon bah c'est plutôt validé. Niveau qualité, le câble m'a l'air vraiment pas mal. Le cuivre est assez mou, ce qui est assez avantageux quand tu veux untwist les paires, c'est super facile, contrairement à certaines autres marques de câbles que j'avais pu tester. Le seul gros point noir que je vois, c'est que chaque paire a un câble tout blanc au lieu d'être blanc plus la couleur. Donc quand on va vouloir le mettre sur des connecteurs, on risque de se tromper. Pour les Keystone par contre, je pense pas que ça pose de problème, on a beaucoup moins de risques de se tromper, vu qu'on peut directement sortir les paires sans les untwist avant et les installer. C'est plutôt facile et pour l'instant je me suis pas trompé. Après en marque de câble reconnue et que je pourrais moi aussi vous recommander, il y a du Nexan ou du Draka. Plus qu'à passer câble. Je dois faire un câble souple en blanc là pour dehors, donc j'ai sacrifié un que j'avais. Parce que ceux de base ils sont bleus et avec les murs blancs c'est pas terrible. Ici en câble c'est du 4.5E. Donc on met une fiche à crimp, c'est super simple à installer, tu mets les câbles dans l'ordre, tu les mets bien droits, tu coupes en biais et après tu les glisses dedans, il n'y a plus qu'à mettre au bout comme ça. C'est beaucoup plus simple quand ça dépasse que sur les 4-6 où ça dépasse pas et tu dois tout faire passer bien. Après plus qu'à prendre la pince et puis crimp tout ça quoi. Le test, ça fonctionne sauf le ground, normal. Ce côté-là il n'est pas shieldé. Mais c'est pas très grave, il n'y a pas des grosses vitesses. Plus qu'à installer. J'ai enfin reçu les clés pour la baie. 3 jours après que j'étais censé les recevoir. Du coup, je vais pouvoir finir de câbler ça au Keystone. Là, je pouvais vraiment pas s'enlever les panneaux sur les côtés. Tout est mis, j'ai absolument aucun accès pour passer ma main derrière et enficher les trucs. Est-ce que au moins ça va marcher? Déjà, ça rentre. Yes, je le savais que c'était des trucs standards. J'avais été à un endroit où ils refont les clés pour en avoir le plus vite possible. Sauf qu'ils avaient pas l'air très compétents dans leur domaine. Ils savaient même pas que ça existait, ce genre de trucs standards. Ah bah ça va quand même être plus facile comme ça. Toujours prévoir un peu plus long si jamais je bouge le truc dans le futur. Pour le shielding des câbles, je l'ai peut-être déjà dit, mais les bouts là, on les dégage. Pour la tresse, la technique c'est de la rouler sur elle-même, puis de la rouler autour du câble. Sauf que si on fait ça, évidemment ça bouge et ça fera pas forcément un super contact avec le métal. Alors le mieux c'est de prendre une bande de cuivre adhésive et d'enrouler ça autour, comme ça on est sûr que ça bouge pas et que ça fera un bon contact avec la masse de ce truc. Après, il n'y a plus qu'à continuer l'installation classique. C'est mis, et là ce qui est super important c'est vraiment de couper à ras avec une bonne pince. Ici ça va, on a pas mal de marge, mais sur certaines Keystone, si tu coupes pas assez à ras, ça peut rentrer en contact avec le shield en métal et là t'as juste un court-circuit et un truc qui marche pas. Là faut pas se tromper de sens, on met comme ça, et il n'y a plus qu'à scrunch le truc. Alors je sais pas s'il y a des pinces exprès pour ça, mais à la pince scrunch comme ça marche bien. Plus qu'à mettre le zip tie. Là, j'ai mis un Keystone parce que j'ai du câble avec du cuivre monobrun en rigide. Et ça, il faut faire très attention. Monobrun rigide, c'est très bien pour les Keystone parce que le câble va se faire pincer sur les côtés par les sortes de petites lames. Mais si on veut un emboumal sur du rigide, il ne faut pas utiliser les connecteurs classiques qu'on vient crimp avec une pince parce qu'eux, ils ont des petites dents qui vont venir s'enfoncer dans le câble et dans le rigide, ça va pas super bien s'enfoncer. Ça, c'est surtout fait pour du câble souple qui est en multibrin. Dans ce cas-là, ça va complètement le traverser et c'est ce qu'on veut. Alors que le rigide, ça risque de l'écraser ou de pas complètement aller au fond. Heureusement, il y a quand même une solution pour mettre une fiche mâle sur un câble rigide. C'est tout simplement des fiches mâles avec des connecteurs un peu comme les Keystone où tu mets ton câble rigide et pareil il est pris sur les côtés. Là au moins on est sûr qu'on aura une bonne connexion. Le seul inconvénient de ces trucs là c'est qu'ils sont beaucoup plus longs et gros que des prises normales vu que c'est un peu la même chose mais avec une Keystone en plus. Ça on n'oublie pas de le mettre parce que j'oublie tout le temps. Alors là où la position est pas pratique. C'est pas ouf, j'ai pas réussi à aller plus loin, mais c'est pas très grave, ça fera le taf. C'est pas encore fini, dernière étape, il faut étiqueter le câble. Là j'en ai pas beaucoup, mais quand je commencerai à en avoir pas mal, je serai content de l'avoir fait. Je vais me mettre en cable wrap, là j'ai mis caméra, sud 1 et F pour flow light, comme ça je saurai. Voilà. Les caméras sont finies d'installer, tout est câblé, ça fonctionne. Je vous montre évidemment pas où elles sont pour des raisons
assez évidentes. Ce que je peux vous montrer pour finir, c'est le setup de la baie. On a l'UPS en bas parce que c'est le plus lourd. Au-dessus, la grosse multiprise, un gros espace vide comme ça, j'ai la place où brancher mes câbles et tout. Et plus tard, je pourrais mettre des trucs ici aussi. Ensuite, on a les NAS. Le NVR, la box, au-dessus c'est un routeur, c'est un Kotom, très bon rapport performance-prix et je pense que je vais installer un pfSense ou OpenSense dessus mais ça je verrai plus tard, j'ai pas encore vu comment ça se configure. Ici c'est mon gros switch full PoE avec 4 ports d'IG et tout en haut évidemment le patch panel pour les Keystone. Là il est bien vide mais je vous rassure il va très vite se remplir. Sûrement dans de prochaines vidéos sur la chaîne principale ou secondaire, je continuerai la partie réseau. J'ai encore plein de trucs à câbler, il y a des trucs qui sont en temporaire pour le moment, ça c'est que le début. Je vous mets aussi le lien du matos indispensable pour le réseau en description. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des trucs. S'il y a quelques trucs qui sont pas corrects, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je regarde souvent et ça arrive qu'il y ait des corrections, alors merci à ceux qui prennent le temps de commenter. Encore merci à Holzkern, si vous n'avez pas encore de cadeau, profitez-en avec mon code LEBANGE, vous avez 15% de réduction. Et mon lien est en description. Si vous voulez me voir galérer à rénover ma maison, allez voir cette vidéo sur la chaîne principale. La suite des vidéos rénovation, ça arrivera sur la chaîne secondaire. Mais c'est pas pour tout de suite, il y a du boulot. Là, je vais sûrement bientôt passer à l'ELEC. Réseau et ELEC, ça va bien ensemble. Au revoir.